Ça va être un contrôle excessif. Où je fais quoi, à qui je parle. Et de façon insidieuse en fait. Si je veux être avec quelqu'un sur le téléphone, à qui tu parles. C'est jamais assez. Si je veux faire quelque chose pour aider, par exemple, ça va pas être fait de la bonne manière, ça correspond pas à ses attentes. Et du coup, finalement, avec le temps, l'estime de soi qui commence à diminuer, la confiance aussi. Ou la confiance en soi, ça va être quoi? Une façon de parler, dénigrement, humiliation, abaissement. Et on accepte, on s'en rend pas compte et on accepte. Si ça veut dire que je subis des violences d'une femme, ça veut dire aux yeux de la société, je suis pas un homme. En gros, pour faire court, j'ai donné tout mon pouvoir. Je n'étais pas en même de prendre mon pouvoir sur ma vie. Du coup, je l'ai laissé intégralement tout mon pouvoir. Et de ce fait, j'ai tout laissé gérer. J'étais dans un tel état émotionnel ou perdu. Je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis. Une crise identitaire vraiment très très profonde. C'est au-delà de la dépression, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une crise identitaire de qui je suis et que je comprends pas ce qui se passe. L'issue d'après, c'est la mort en fait. Le drame en fait, d'avoir reconnu des relations toxiques. Est-ce que je suis en capacité de reconnaître une relation saine? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu pour témoigner. Merci pour l'invitation. Écoutez, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler du fait que vous avez été victime d'un pervers narcissique et on va essayer de retracer un petit peu votre histoire pour permettre au plus grand nombre de découvrir votre histoire. Et si certains sont dans des situations similaires ou se reconnaissent, ça peut les aider à se reconstruire ou à éviter certaines erreurs. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter un petit peu comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé au début? C'est vrai qu'au début, en tout cas, on est loin de s'imaginer évidemment, mais c'est un peu comme un rêve en fait, de rencontrer quelqu'un qui nous comprend réellement, avec qui on se sent bien, et cette sensation de déjà la connaître quelque part. C'est fluide, ça passe tout seul, il n'y a besoin de faire aucun effort, et tout de suite une complicité. Tout de suite, en fait. Une confiance tout de suite. C'est vrai je parlais pour moi, donc je me suis livré assez facilement, rapidement. Donc c'était un peu les débuts qui sont passés un peu de cette manière-là, en fait. Donc vraiment, top. Grande complicité très rapidement aussi. Ok. Et comment, c'est quoi? C'est un coup de foudre? On peut presque dire ça. Ouais. Si on peut mettre un mot dessus, on peut dire ça, je pense. Ok. Coup de foudre. Donc au début, idéal, tout se passe bien, ouais. C'est le rêve. Exactement, on s'entend, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, une complicité, l'humour et tout ça, ça se passe bien. Et ouais, c'est vraiment le rêve. C'est vraiment je peux dire aujourd'hui, c'était ça. Félicitations, du coup, vous êtes tombé sur la personne idéale. C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe? À quel moment vous vous dites, ah, tiens, ça commence à plus être le rêve? Après, forcément, c'est le temps, les années, Après, forcément, avec du recul aujourd'hui, il y a certaines choses que j'aurais pu voir avant, mais c'est des petites choses insidieuses. On se rend pas, je m'en suis pas rendu compte, en fait. Ça va être, je vais sortir avec des copains, ça va être une façon de m'en empêcher, ça va être, oui, je me sens pas bien, ce serait bien que tu restes. Ça va être de pouvoir m'acheter, par exemple, m'acheter quelque chose pour moi. Quelque part, ça va être une façon de contrôler aussi les finances, mine de rien. Ça va être un contrôle, voilà. Le mot, c'est un contrôle excessif, en fait. Okay. De où je fais quoi, à qui je parle. Et de façon insidieuse, en fait. Si je veux être avec quelqu'un sur le téléphone, à qui tu parles? Pourquoi tu te caches? Alors que y a rien de. C'est juste que j'ai le droit de parler à des personnes, en fait, à des amis ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à cacher, en fait. Et finalement, c'était ça systématique de plus en plus. Après, c'est la fréquence. Au début, c'était petit à petit. Et c'est la fréquence ensuite du contrôle qui s'est amplifié. Surtout, et vraiment systématiquement, tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que ça passe de temps en temps. Je trouve des excuses, oui, peut-être elle a besoin d'être rassurée, etc. Bien sûr. Et finalement, le besoin d'être rassuré devient de façon permanente. Donc c'est épuisant, à force. De rassurer l'autre, de dire oui mais t'en fais pas, je t'aime, nanani, nanana, toujours juste. En plus finalement c'est se justifier en permanence, parce que c'est ça qui vient, c'est-à-dire se justifier en permanence pour des choses qui quelque part ne nécessitent pas de justification. En fait. Et elle vous fait sentir à la hauteur ou elle vous fait sentir qu'à chaque fois vous ratez votre coup, quoi, vous êtes toujours en dessous de ce qu'il faut? C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est jamais assez. Si je veux faire quelque chose pour aider, par exemple. Ça va pas être assez, ça va pas être fait de la bonne manière, ça
soit correspond pas à ses attentes. Et du coup, finalement, avec le temps, l'estime de soi qui commence à diminuer, la confiance aussi, beaucoup la confiance en soi. Du coup, sur la prise de décision, sur le fait que peu importe ce que je fais, finalement, ça ne convient pas. Donc, qu'est-ce qui convient? Et après, il y a la fatigue qui vient par la suite. C'est-à-dire une énergie mise dans quelque chose qui ne devrait pas. En tout cas, au sein d'une relation, à mon sens. Ok. Vous êtes resté combien d'années avec cette personne? À peu près, quoi. Resté à peu près, à peu près 2 ans. Ok. Et si vous pouviez justement reprendre un peu les étapes, qu'est-ce qui s'est passé en gros au début? Voilà, pendant les 2, 3, 6 premiers mois, c'est comme ça, et puis jusqu'à où ça va? On partage des choses en fait. On fait des choses ensemble. Ça, c'est le début. Ça, c'est les débuts. Ok. Ce qu'on appelle la lune de miel. Ouais. Love bombing. Enfin, voilà, les noms qui ont été mis dessus. Et avec le temps, finalement, c'est un désintérêt. Et après, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est-à-dire que soit on n'est plus pris en compte, nos besoins ne sont plus pris en compte. C'est surtout ça, en fait, finalement, nos limites. Tout le temps dépasser ça, ça, c'est toléré, par exemple. Ça va être quoi? Une façon de parler. Dénigrement, humiliation, rabaissement. Et on accepte. On ne s'en rend pas compte et on accepte. Et ça continue, et on accepte, et ça continue. Et je pensais que c'était normal, ne pensant pas que ça pouvait être autrement. Ça, c'est lié à mon cadre de vie, en fait, qui a fait que je ne me suis pas rendu compte aussi, que c'était pas forcément normal, que je pouvais être traité différemment, finalement. Et du coup... Donc elle vous rabaisse, ouais. Etc. Dans les paroles, ça change. Au début, c'était mon amour, et puis maintenant, c'est connard. C'est ça, et des fois, ça peut être dans la même journée ou même dans le même instant. C'est-à-dire qu'effectivement, des contradictions, du chaud-froid, des choses positives et des choses négatives dans le même instant, en fait. Et du coup, ça crée complètement la confusion, finalement. Par exemple, elle va vous offrir un cadeau et au moment où vous l'ouvrez, elle est hyper déçue de votre réaction, quoi. Oui, ça peut être... c'est des choses ou inversement. Ça peut être moi qui offre un cadeau et du coup qui n'est pas satisfaite du cadeau. Je fais, ça prouve que tu me connais pas, tu devrais savoir ce que j'aime, je devrais pas te demander ce qui me fait plaisir, ça veut dire que tu me connais pas, donc ça veut dire que tu m'aimes pas, et c'est tout ce discours après négatif qui s'auto-alimente en fait, et finalement c'est leur propre insécurité qui projette sur nous, et nous pensons avoir le pouvoir là-dessus. Mmh. Et finalement non, mais après c'est se rendre compte que c'est pas notre responsabilité. Et que c'est ça en fait qui a été la plus grande leçon finalement. Bien sûr. Ça a été je me suis focalisé sur l'autre en fait, sur ses besoins, ses attentes. Vous êtes complètement oublié en fait dans cette relation. Exactement. Donc au début c'était pour faire plaisir. Ce qui est normal un peu au début. Hein, c'est ça. Quand on est face à quelqu'un de sain, on le fait, mais du coup ça se passe bien puisque derrière on n'en profite pas de donc nous. C'est ça. Et qu'en fait avec le temps finalement, l'autre est passé en priorité. Ses besoins, ses attentes. Et du coup, les miennes n'existaient plus. Et du coup, le pire, je pense, c'est que je ne savais plus lesquelles elles étaient. Mais réellement, mes aspirations, mes rêves, mes ambitions, ce que j'avais envie, ce qui me faisait plaisir, tout ça n'existait plus. Et donc, c'est vrai qu'après, se retrouver seul à soi, qui je suis. Elle vous a vidé de votre identité, en fait. C'est ça. Qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi une grande violence. Encore une fois, je répète une grande leçon, mais d'une grande violence aussi, parce que finalement... Désolé, pardon. Non, pas de souci. C'est à quel moment que vous êtes dit, voilà, maintenant, en fait, peut-être pas j'ai compris, mais il faut que je parte, quoi. Quand j'étais à 2 doigts de la mort. Ok. La suite, c'était la mort. En fait, on est dans un tel... Enfin, je vais parler de moi. Donc, j'étais dans un tel état émotionnel ou perdu d'incompréhension, vraiment je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, crise identitaire vraiment très très profonde. C'est au-delà de la dépression, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une crise identitaire de qui je suis et que je comprends pas ce qui se passe. Et à l'issue d'après, c'est la mort en fait. C'est-à-dire que libérer. C'est ça. Vous arriviez à ne voir que la mort comme solution. Voilà, parce que ce qui se passe aussi, c'est que après le piège se referme parce que finalement on se retrouve tout seul. C'est-à-dire que l'entourage a disparu.
Euh, Pourquoi l'entourage disparaît? Généralement, alors, c'est que, en fait, elle va s'occuper de l'image de soi auprès de la vision des autres. Donc, on va subir du dénigrement quand on n'est pas présent. Donc, ils vont avoir un seul son de cloche. Et ils sont tellement convaincants dans ce qu'ils disent qu'on ne peut pas remettre en cause quelque part ce qu'ils disent. Et au lieu d'avoir un autre avis, ils restent sur celui-ci. Et donc, du coup, l'entourage est resté sur cette position-là. Et en fait, elle a préparé le terrain. Voilà. C'est ces gens-là, généralement, préparent. Ils savent qu'ils vont être abandonnés un jour ou l'autre. C'est ça. Donc, ils sont très. Ils anticipent énormément les choses parce qu'ils ont déjà des plans B, même C, je dirais, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls, de toute façon. Donc, déjà, ils ont déjà prévu une sortie quelque part. Et le truc, c'est que finalement, on se retrouve tout seul face à ça. Alors, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que pour un homme, c'est encore plus compliqué. Parce que sur les réseaux, on insiste beaucoup sur le terme pervers narcissique, qui est déjà en soi masculin, le mot, et qu'on focalise un peu là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est un fait, et que les femmes en sont victimes aussi, en grande quantité, c'est un fait aussi, mais les hommes aussi. Et c'est important de bien le prendre en compte, puisque nous, on a d'autres difficultés. La difficulté qu'on a, c'est de nous croire. Parce que comment un homme peut être victime d'une femme? Et ça veut dire quoi, finalement? D'ailleurs, là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais juste le dire, mais quand on a fait la demande de témoignage, il y a énormément de gens qui nous ont contactés, et les hommes qui nous ont contactés, il n'y a que toi qui as voulu finalement venir, mais plusieurs m'ont dit, ce que j'ai pas eu effectivement de l'autre côté, non, je peux pas témoigner, c'est la honte. Mais oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, l'image de l'homme, c'est quoi? Au niveau sociétal, parce qu'on parle de ça, c'est que l'homme aujourd'hui doit être fort. Doit avoir une prestance, doit être là, un soutien, un bloc, un roc, même au niveau familial. Donc si ça veut dire que je subis des violences d'une femme, ça veut dire aux yeux de la société, je ne suis pas un homme. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de mettre un stop à ça, donc ça veut dire de qui je suis en fait. Et finalement, aujourd'hui dans la société, moi je pose une vraie question, c'est quoi d'être un homme? Quel est le regard qu'on pose sur un homme? Et je pense qu'il y a tout le côté émotionnel qu'on leur interdit, qu'on nous interdit en fait. Et à partir du moment où on va avoir un côté émotionnel qu'on ose exprimer, ça veut dire qu'on n'est pas des hommes. Moi j'ai un autre avis là-dessus, c'est qu'on est des êtres humains avant tout, d'être des hommes ou des femmes. Bien sûr. Et simplement là-dessus, justement, donc, quand vous avez vu un peu la mort comme solution, comment vous avez trouvé la force de ne pas choisir cette option et de décider de... Une grande chance, parce que je suis tombé par hasard j'ai commencé en tombant par hasard en regardant des vidéos sur le développement personnel en fait. Okay. Une vidéo par une autre. En fait un peu l'effet boule de neige quasiment. Ouais. Donc qui après j'ai aussi eu l'opportunité. Voilà, c'est grâce à ça finalement qui m'a fait prendre conscience de revenir vers moi. Okay. À partir de là, j'ai commencé à voir une lumière, en fait, pouvoir sortir du tunnel. Et de me dire, en fait, in fine, ce qui a révélé chez moi, de fait de ce travail-là, je mérite mieux. À partir du moment où je me suis dit, je mérite mieux, là, ça m'a montré une autre porte de sortie, en fait. Et que c'est pas une fatalité, et qu'il y a peut-être autre chose à vivre. Et que ça a été une expérience de vivre ça. Ça a créé des vrais traumas à suite de ces relations-là, c'est un fait. Mais ça permet, je pense, de mieux se connaître. Après, je pense qu'il y a aussi... on peut se connaître d'une autre manière que ça. Oui, et là, c'est pas la meilleure des manières. Ouais, bien sûr. Mais je pense que pour moi, c'était nécessaire. Ça m'a permis d'aller au plus profond de moi, de me connaître au mieux, mes besoins, mes limites, de ce qu'aujourd'hui j'accepte et ce qu'aujourd'hui, surtout, je n'accepte plus. Okay. Parce que c'est ça le vrai résultat de tout ça en fait. Quand justement vous avez pris la décision de partir, est-ce qu'il y a eu justement une partie juridique qui s'est produite? Comment ça s'est passé? Alors là, ça a été compliqué. C'était compliqué. Encore une fois, d'un point de vue masculin, c'est toujours compliqué le juridique. En tout cas, moi, j'ai trouvé que j'étais mal accompagné. En fait. Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, on peut se retrouver très rapidement dedans. Bien sûr. On n'y connaît rien, souvent. On n'y connaît rien. On ne sait pas comment s'y préparer. Et puis, déjà, on était en état de choc
avant, et après on se retrouve là-dedans. Donc c'est un monde qui est inconnu et c'est pourtant des décisions qui sont hyper importantes pour nos vies. Et en tout cas, j'ai mal vécu, c'est certain. Ouais, bien sûr, ouais, c'est une étape. Mais c'est important aussi de le dire parce que justement, sur notre chaîne, il y a évidemment Maître Kaweshi qui fait partie de la chaîne. Et on a souvent dans les commentaires, voilà, les avocats, etc., ils sont là pour prendre notre argent, mais ils font rien, etc. Parce qu'en fait, c'est des histoires tellement humaines et tellement dures que avoir quelqu'un qui vient, dont c'est le métier à ce moment-là, etc., donc on comprend pas grand-chose et où on n'obtient pas toujours le résultat qu'on veut, évidemment, et puis qui parfois, évidemment, accompagne mal, hein, c'est très dur, en fait. C'est très... Bah ça, en fait, si on veut, enfin, à mon sens, ça crée une double injustice, en fait, ou même une triple, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a l'injustice de la situation vécue, l'injustice de l'isolement vécu, l'injustice des conséquences vécues émotionnellement et physiquement aussi, parce que ça a des gros impacts physiques, mentaux. Et je pense que tout ça, c'est pas assez communiqué, je trouve. Il y a des vraies conséquences, en fait. On n'est pas sur une relation lambda. Et je pense que c'est ça qui est mal compris. Parce que c'est la répétition qui fait la différence. Bien sûr. Et qu'on n'est pas sur une relation équilibrée. C'est-à-dire que c'est déséquilibré, on est sur un rapport de domination. Donc c'est pas du tout à fait la même chose. Et du coup, tout déséquilibre, la communication aussi. Et du coup, ça met au même niveau on va dire des guéguerres de droit, en fait, quelque part, alors que là, c'est bien au-delà de ça. Parce qu'en fait, la justice vous a pas reconnu dans votre statut de victime, justement. C'est ça, parce que j'ai pas eu l'opportunité, en tout cas, de tomber sur, on va dire, un professionnel qui connaissait ça. Non, mais il y a aussi les éléments du dossier. Si on Bien n'a pas constitué, etc., c'est compliqué, quoi. Après, il y a plein de choses, plein de choses. Donc, ouais, en fait, c'est compliqué pour toutes les parties, en fait. Finalement, parce que, point de vue justice, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, comment comprendre, alors qu'ils ont des dossiers, voilà, ils sont submergés aussi. Donc, c'est très compliqué, parce que là, on est sur du cas par cas. Bien sûr. Et donc, du coup, dans la justice actuelle, c'est compliqué de mettre ça en place. Quand vous parlez justement là, de toutes ces choses-là qu'elle vous a fait vivre au cours de la relation, c'est quoi vous avez accepté jusqu'où avant de... Alors après, bon voilà, quand vous avez vu entre guillemets la mort, etc., que vous avez décidé de changer de direction, mais elle vous a fait accepter quoi concrètement? En fait, en gros, pour faire court, j'ai donné tout mon pouvoir. En fait, c'est ça en fait la vraie chose. C'est que je n'étais pas en même de prendre mon pouvoir sur ma vie. Donc du coup, je l'ai laissé intégralement tout mon pouvoir. Et de ce fait, j'ai tout laissé gérer. Et sans pas m'imposer, mais sans avoir vraiment de droit de regard. Donc je vais laisser... Gérer votre vie, quoi. C'est ça. C'est laisser ma vie parce que j'ai ma responsabilité de l'avoir laissé faire. Et puis parce qu'aussi, à chaque fois que vous gériez quelque chose, elle vous faisait culpabiliser, elle vous montrait donc, du coup, que vous ne saviez pas faire, et voilà. Alors, je ne suis pas capable de m'occuper de ça, tu as l'air capable de le faire, je te laisse gérer, ça sera forcément mieux fait que moi. Vu qu'à chaque fois, ça fait des drames, voilà, on n'a plus de confiance en soi, on finit par dire, fais-le. On limite la casse, donc du coup, pour limiter les conflits, et du coup, on continue de plus en plus à laisser le pouvoir sur l'autre. Et du coup, à quel moment on dit stop à tout ça? Et c'est ça la vraie question. À quel moment on dit stop, à quel moment ça va trop loin? Et ça dépend j'ai envie de dire, des limites de chacun. Moi, ce que j'appelle mon limitomètre, de base, était cassé. Donc, je ne savais pas que je pouvais en avoir. Donc, forcément... Avec le recul, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'auriez pas dû laisser faire? Plein. Déjà, juste la façon de communiquer ou de me parler. Okay. Des choses que je n'aurais pas dû accepter comme comportement, comme dénigrement. Enfin, à un moment, aujourd'hui, c'est différent. Mais à l'époque, j'avais pas encore cette confiance et cette estime que j'ai aujourd'hui. Cette relation m'a obligé de travailler ça, en fait, quelque part. Les violences, elles étaient là purement psychologiques ou il y a eu d'autres formes de violence? Principalement psychologiques. Vraiment, c'était ça. Et la psychologie, forcément, est très insidieuse et on s'en rend pas compte. Bien sûr. Très dur à prouver aussi. Et très très dur à prouver et ça laisse beaucoup plus de séquelles sur le long terme en fait. Et que sur l'instant, encore une fois, on ne se rend pas compte. Parce qu'avec tout ce qui est, toutes les techniques manipulatoires et tout ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de notre faute. En fait. Et à quel moment, c'est la responsabilité de l'autre. Et donc là, pour ça, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour se dire, ouais, mais là, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Et c'est ça toute la complexité. Vous avez l'air d'avoir bien
théoriser, entre guillemets, votre relation. Vous avez l'air d'être dans un vrai chemin de reconstruction. Comment vous avez fait pour vous reconstruire après? Et est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, je pense que la priorité, c'est d'être indulgent envers soi, accepter, se pardonner d'avoir entré dans cette relation, en fait. Je pense que ça, c'est le premier pas. Parce que du coup, on va forcément s'en vouloir. Enfin, en tout cas, moi, je m'en voulais. Je me suis dit, pourquoi je suis rentré dedans? Pourquoi je suis pas parti avant? Donc, ça veut dire que je méritais ça. Vous voyez, tout ce schéma négatif, en fait, qui sera auto-alimenté. Et du coup, c'est non, parce qu'en fait, on n'avait pas cette conscience-là, à ce niveau-là. Donc, le développement personnel, pendant plusieurs années, m'a permis de recentrer ici, recentrer sur moi, ce que je veux, qui m'a emmené à un chemin spirituel, qui ouvre encore d'autres choses, mais toujours un rapport à soi. Et c'est l'amour de soi, en fait. Ma valeur, mon estime, ce que j'estime vouloir à travers mes propres yeux, et non pas à travers les yeux des autres, parce que ça, c'est que leur point de vue. Ce que je veux réellement créer, ce que je veux, mes rêves, mes aspirations que je retrouve aujourd'hui. Se réapproprier vraiment son corps et son âme, quoi. C'est ça. Et je crois que c'est ça qui est le plus dur après. Déjà l'esprit, reconnecter au corps et les émotions. Parce qu'après, j'ai dû, par instinct de survie, me déconnecter des émotions aussi. Donc, effectivement, c'est vraiment ça, corps, âme, esprit, et d'avoir une hygiène de vie, reprendre une hygiène de vie hyper importante pour l'amour de soi, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis la priorité. L'autre ne sera qu'un plus. Il est là, il n'est pas là, c'est pas grave. Mais je ne focalise pas mon attention sur l'autre, c'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi, ce qui m'a amené là-dedans, c'est la dépendance affective aussi. Bien sûr. Donc, les blessures et tout ça. Donc, sinon, on n'accepte pas ça. Ces gens-là ciblent et voient nous scannent en 2 minutes et ils voient bien si on a des blessures. C'est leur talent et leur force. Et du coup, ils vont dedans. Mais du coup, moi, ce que j'utilise, c'est que grâce à ça a montré ce que j'avais besoin de travailler, de combler, que je ne voyais pas forcément. Donc, ça a permis de revenir au centre, de voir les blessures qui ont été mises en lumière, et en gros, qui ont été appuyées. Donc, si tous les boutons, en fait, ils sont mis au off aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va fonctionner. On ne peut plus appuyer. Et du coup, ça évite aussi pour d'autres manipulateurs par la suite. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on en sort, ok, mais après, il faut éviter de re-rentrer dedans. Bien sûr. Et le chemin ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il y a la reconstruction, mais la reconstruction pour être suffisamment clair avec soi et pour arrêter que ça se reproduise. Parce que le vrai drame, il est là, c'est-à-dire qu'il y a des schémas répétitifs après qui se reconstruisent. Et c'est d'arrêter le schéma. Et comment on fait pour arrêter le schéma? C'est intéressant, c'est-à-dire que en voulant jamais revivre ça, on a tendance à revivre ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait un rejet, c'est-à-dire qu'on va contre. C'est-à-dire que plus jamais j'irai voir les femmes. Ouais. Ça m'a dégoûté à vie, plus jamais. Et non, donc c'est un rejet de l'amour. Et en fait, c'est plutôt je suis pour l'amour et je suis pas pour le combat. C'est-à-dire que d'avoir suffisamment d'amour et d'estime pour soi, de dire ok, bah là c'est pas ok, ça dépasse mes limites, ça correspond pas à mes attentes et mes besoins que j'ai identifiés et que j'ai travaillé. Parce que si après on se rend compte que l'autre ne nous respecte pas, ça lui appartient, dire non mais là c'est pas ok. Donc soit effectivement la personne se rend compte du mal qu'elle fait, parce que des fois on se rend pas compte. Bien sûr. Et fait ah pardon, je suis désolé, je m'en suis pas rendu compte. C'est ok, remise en cause, ça marche. C'est la norme. On n'est pas infaillible en tant qu'humain, on fait des erreurs, tout le monde en fait. C'est la question de la répétition. Si c'est 4 fois par jour, c'est pas normal. C'est ça, et puisqu'après le danger, c'est d'arrêter d'y croire en fait. Et d'arrêter d'y croire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans une relation amoureuse, si on a une autre le drame en fait, d'avoir reconnu des relations toxiques, est-ce que je suis en capacité de reconnaître une relation saine? Ouais, c'est très, très bien. Est-ce que merci déjà pour ton témoignage, très intéressant. Merci d'être venu. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes ces personnes qui potentiellement sont en train d'être dans une relation toxique ou viennent de s'en rendre compte? Que c'est dur d'avoir de l'indulgence pour soi, d'être entré dedans, de penser à soi, de recentrer sur soi, d'essayer de retrouver des choses qui nous font du bien. De se reconnecter au corps, et que c'est possible, c'est un long travail, il ne faut pas se mentir, mais c'est comme traverser une tempête. On est en plein milieu d'une tempête émotionnelle, tempête de vie, etc. On ne voit pas clair. Il y a tout ce qui est autour de nous, on ne voit rien. On passe ça, on traverse ça, et là on voit le ciel bleu, là on voit tout. Et je peux vous assurer que quand vous passez ça, quand vous avez fait la reconstruction intérieure, vous reconnectez à l'amour de soi, votre vie ne sera plus jamais pareille.
les saveurs, tous les goûts, les perceptions, plus jamais vous verrez les choses de la même manière. Quand vous avez passé ça, vous avez connu l'enfer et vous vous reconnectez à la vie. La vie, plus jamais vous la lâchez après. Voilà, ne lâchez plus jamais la vie. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos émotions, sur vos rêves. C'est important de rêver aussi. Et tout ira bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vécu des choses similaires et si vous voulez les partager également.